Au tout début des années 80, le personnage de jeu vidéo le plus célèbre n'était pas encore le plombier moustachu de Nintendo, mais un petit héros rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron. C'est Pac-Man. Dans ce Retro & Magic, nous allons retracer les premières aventures de Pac-Man sur borne d'arcade. A noter que cette émission se limitera aux épisodes officiels développés par Namco, et ne parlera donc pas des suites apocryphes réalisées par Midway comme Miss Pac-Man ou Pac-Man Jr. Pac-Man débarque dans les salles d'arcade japonaises un beau jour de mai 1980. Son créateur, Iwatani Toru, inquiet de voir le public féminin déserter les game centers en raison de la prolifération des jeux de tir, décide de créer un jeu à même de séduire les joueuses autant que les joueurs. Il imagine un gameplay sans violence, reposant sur des contrôles simples et un principe universel, manger. Il s'agira donc à un petit avatar de manger toutes les sucreries éparpillées dans un labyrinthe. De l'onomatopée Paku Paku, décrivant l'action d'ouvrir et fermer la bouche, Iwatani tirera le nom du personnage, Pac-Man. Quant à son apparence, la légende raconte qu'elle aurait été inspirée par la vision d'une pizza entamée. Mais cela ne suffit évidemment pas à faire un jeu. À défaut de violence, Iwatani introduit un danger sous la forme de 4 fantômes, dont Pac-Man devait éviter à tout prix le contact. Ces fantômes, appelés Blinky, Pinky, Inky et Clyde dans la version internationale du jeu, se voient également dotés d'un comportement unique. Blinky tente de suivre Pac-Man, Pinky tente de prévoir le chemin que va prendre Pac-Man pour lui tendre une embuscade, Inky tente de coincer Pac-Man lorsqu'il s'approche d'une super Pac-Gomme, tandis que Clyde a un comportement plus aléatoire. Pour la première fois, des ennemis dans un jeu vidéo semblent dotés d'intelligence et de personnalité. Pour se défendre contre ses poursuivants, Pac-Man peut avaler une super Pac-Gomme, censée représenter un cookie, afin de rendre les spectres vulnérables pendant quelques instants, inversant les rôles du chasseur et de la proie. Cette mécanique de jeu était quant à elle inspirée de Popeye et de la super force que lui confère la consommation d'épinards. Pac-Man sera un énorme succès pour Namco et s'imposera rapidement comme l'un des jeux d'arcade les plus populaires de son époque. On parlera même de folie Pac-Man ou de Pac-Mania pour décrire le phénomène. Certains iront même jusqu'à surnommer Pac-Man le Mickey Mouse des années 80. Petite anecdote pour finir, le nom international du jeu fut tout d'abord Puckman, Puck étant le mot anglais désignant un palais. Toutefois, le nom dut assez vite être changé en Pac-Man, de peur que des petits plaisantins s'amusent à gratter une partie du P de Puck, créant un tout autre mot. Alors qu'aux États-Unis, le distributeur américain du jeu, Midway, s'impatiente et lance ses propres spin-offs sans attendre l'autorisation des ayants droit japonais, la première suite officielle voit le jour en 1982 et se nomme Super Pac-Man. Si l'on retrouve le labyrinthe et les fantômes, le gameplay a beaucoup changé. Pac-Man doit désormais récupérer des clés afin d'ouvrir certaines parties du dédale et pouvoir manger les fruits qui se trouvent à l'intérieur. Une nouvelle Super Pac-Gomme fait son apparition, capable de transformer Pac-Man en Super Pac-Man. Le drôle de petit bonhomme devient alors énorme et peut passer au travers des portes fermées et des fantômes. L'année suivante, Namco réalise la 3e aventure officielle de Pac-Man, Pac & Pal. Comme son nom l'indique, un deuxième personnage fait son apparition, Milou, un petit fantôme plus sympa que ses congénères, qui se promène dans le labyrinthe en ramassant les bonus avant qu'ils ne disparaissent. Si Pac-Man parvient à attraper Milou avant qu'elle ne retourne à la maison des fantômes, il récupère le bonus. Pac-Man a également accès à de nouveaux pouvoirs en avalant des items aux couleurs des autres licences Namco. Par exemple, en mangeant le vaisseau de Galaxian, Pac-Man gagne temporairement le pouvoir de cracher un rayon paralysant pour immobiliser les fantômes ennemis. En 1984, Pac-Man change complètement de genre vidéoludique dans Pac-Land. Inspiré par la série animée d'Hanna-Barbera allant en cours de diffusion, Pac-Land est un jeu de plateforme où le but est d'arriver au bout de chaque niveau dans le temps imparti en ramassant un maximum de bonus et en évitant tout contact avec les fantômes. Pac-Land n'a que peu de rapport avec le reste de la série, et sa maniabilité laisse un peu à désirer, mais d'une certaine manière préfigure les aventures que Pac-Man connaîtra sur console de salon une décennie plus tard. Bien qu'il ne soit pas un très bon jeu, il propose également l'un des premiers exemples de scrolling parallaxe. Après un repos de 3 ans, Pac-Man fait son grand retour dans les salles d'arcade en 1987 avec Pac-Mania, un nom en forme de clin d'œil au succès rencontré par le personnage à ses débuts. Revenant aux sources de la série et à la simplicité du tout premier épisode, Pac-Mania en fait toutefois évoluer la formule en proposant des graphismes en 3D isométriques et une nouvelle capacité, Pac-Man peut désormais sauter. Ce qui s'avère bien pratique pour éviter les fantômes, même si les choses se compliquent assez vite car ceux-ci apprennent à en faire autant après quelques niveaux.
Pac-Mania est sans aucun doute l'un des meilleurs jeux estampillés Pac-Man, grâce à son gameplay d'une efficacité diabolique, ses graphismes chatoyants et ses musiques entraînantes. Pac-Mania représente en quelque sorte la quintessence du gameplay Pac-Man, et c'est peut-être pour cela qu'il n'y aura pas de nouveau Pac-Man en arcade avant 1996 et la sortie de Pac-Man Arrangements. Petite boule qui n'a peur de rien, Pac-Man est une légende du jeu vidéo. Et nous aurons l'occasion de reparler de ses aventures sur console ainsi que des épisodes réalisés par Midway dans de futurs Retro & Magic.